Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur l'instant décryptage de la télévision nationale. Vous le savez, l'actualité ces derniers jours, c'est la proposition d'amendement de la Constitution qui passera par une consultation populaire. Ainsi en ont décidé les députés jeudi dernier à l'issue d'un vote en deux temps où la majorité des 4/5 des députés n'a pas été atteinte. La proposition a néanmoins été prise en considération lors d'un premier vote à la majorité des 3/4 des députés. Un échec, diront certains, mais pour d'autres, ce serait plutôt une avancée, un grand pas de franchi. Pour tenter de comprendre l'enjeu de cet amendement voulu par les députés du bloc de la majorité parlementaire, nous avons invité sur ce plateau l'un d'entre eux. Il est le premier coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola. Bonsoir. Bonsoir Madame Biomama, merci de me donner l'occasion d'échanger, de communiquer et d'expliquer avec vous, disons, ce qui s'est passé lors du vote jeudi dernier. Voilà, je l'ai dit, vous êtes de la majorité parlementaire favorable au gouvernement. Quelle lecture faites-vous de l'issue de la proposition d'amendement constitutionnel au Parlement? C'est ma première question. Oui, merci beaucoup. Lors de votre introduction, vous avez déjà laissé percevoir peut-être qu'on peut de l'extérieur avoir une appréciation contrastée de ce qui s'est produit jeudi dernier. Puisque vous avez parlé d'échec, mais je peux vous dire que jeudi dernier, nous avons franchi une étape historique dans notre pays. Depuis que notre Constitution existe, c'est la première fois que nous franchissons ce seuil de la prise en considération pour ouvrir la voie, effectivement, disons, au référendum, comme prévu par la Constitution, sauf si on avait obtenu les 4/5 lors du second vote. Nous n'avons pas obtenu les 4/5 en conscience. Donc, nous aurons l'occasion d'expliquer pourquoi je précise que c'était en conscience. D'accord. Pour vous, ce serait donc quoi? Une victoire, une demi-victoire, comme disent d'autres? Non, pour moi, disais-je, c'est un vote historique qui ouvre la porte, effectivement, à la possibilité de faire ce qu'ont souhaité 8 collègues et que nous avons soutenu, c'est-à-dire un amendement ciblé, chirurgical de notre Constitution pour moderniser notre système démocratique et faire respirer un peu plus la démocratie béninoise. Alors, ce résultat, Jean-Michel Abimbola, vous surprend-il? Absolument pas. Vous avez dit tout à l'heure, et je vous en remercie, que je suis le premier coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire. À ce titre, je connais l'arithmétique. Je sais combien nous sommes. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce bloc strictement 60. Et nous savons également que pour avoir les 3/4 des voix, il fallait, en l'état, puisque désormais nous sommes 82 députés, il fallait 62 votes favorables. Nous avons effectivement estimé que nous pouvions obtenir ces 62 voix pour la prise en considération. C'était l'objectif principal, afin que nous puissions poursuivre pour consulter le peuple. Nous avons poursuivi... C'était donc de passer le cap des 3/4. Absolument, absolument. Alors, nous avions évidemment la possibilité peut-être de ne plus poursuivre, mais il fallait que nous allions jusqu'au bout pour voir si nos collègues pouvaient être conséquents. Parce qu'en effet, lors du premier vote, lors des débats, les collègues, nos partenaires de la minorité parlementaire, estimaient qu'il pouvait y avoir peut-être quelques zones d'ombre et qu'il pouvait y avoir des astuces, peut-être un piège, où nous allions leur dire que c'était ces 4 points strictement sur lesquels ils n'avaient pas d'argument, disons, à nous opposer. Ils n'étaient pas contre, si j'ai bien compris leur point de vue. Mais en revanche, ils disaient, si nous vous donnons un blanc-seing, vous pouvez peut-être, à tort ou à raison, glisser tel ou tel autre point. Alors, si je peux comprendre, si nous pouvons comprendre effectivement leur extrême méfiance, encore que je ne trouve pas ça totalement sain, mais en politique, ça peut se comprendre. Une fois que nous avons fait le débat, une fois que nous avons fait la prise en considération, ils savent bien qu'après, nous ne pouvons plus changer une virgule au texte. La loi le prévoit ainsi. Absolument. Donc, au moment où nous sommes passés au deuxième vote, ils savaient que c'était strictement pour les 4 points que je rappelle, c'est-à-dire formaliser l'abolition de la peine de mort dans notre pays, ce que nous avons tous voté dernièrement dans le Code pénal. Le point 2, c'est ouvrir la possibilité
de favoriser la meilleure représentativité des femmes dans notre Parlement. Le point 3, c'est évidemment le point relatif à la Cour des comptes, conformément à la directive de l'UEMOA. Le point 4, enfin, c'est de permettre à notre pays, enfin, de se mettre au travail, d'économiser quelques ressources, d'économiser la bagatelle de 300 milliards, disons, pour les 13 prochaines années, où nous avons pas moins de 10 scrutins. En alignant les élections. En regroupant les élections et en alignant les mandats. Donc, sur ces 4 points qui étaient clairement définis, au moment du deuxième vote, nos collègues savaient bien qu'il s'agissait de ces 4 points et rien de plus. Lors du premier débat, il a été évoqué à tort, parce que c'est de la politique politicienne, le fait qu'il y avait un piège et que le piège était peut-être de vouloir éviter une élection présidentielle en 2021. C'est absolument faux. Le texte est complètement clair en la matière. Le mandat présidentiel est de 5 ans. Les prochaines élections regroupées seraient en 2026. Et c'est pour cela... Mais ils l'ont dit, ce n'est pas clairement précisé. Mais nous avons demandé, ils pouvaient user de leur droit à l'amendement. Et personnellement, je me suis rapproché du député qui est un ami, un grand député, dont je ne veux pas citer le nom ici, il se reconnaîtra, pour lui dire, eh bien, reformule. Donc, nous voyons bien que le propos n'était pas, effectivement, de faire avancer. Le propos... Il y avait donc cette possibilité, en réalité, de reformuler pour que ce soit plus clair pour... Absolument, absolument. Mais de la même façon que souvent on nous parle de majorité mécanique, et vous voyez qu'il y a une minorité de blocage mécanique. Il y a une minorité mécanique de blocage dans notre Parlement, et cela est dommage. Vous savez, ça me fait penser un peu aux différents matchs de foot que nous avons vus dernièrement, et notamment le dernier match du Brésil, où nous avions ce joueur exceptionnel, Neymar, mais qui fait des dribbles, qui ne joue pas collectif. Mais à force de faire des petits gris-gris avec le ballon, là, de faire des dribbles, il n'est pas efficace, il n'a pas marqué. Et il n'a pas permis à son équipe de gagner. Donc, le fait que la minorité fasse de la politique politicienne, est-ce qu'on a fait gagner le Bénin? Est-ce qu'aujourd'hui, la minorité estime, disons, avoir fait avancer la démocratie béninoise en fermant la possibilité de permettre aux femmes d'être mieux représentées au Parlement? Donc, c'est ça le débat qui a lieu. Et nous sommes absolument heureux que le peuple béninois puisse être consulté. Donc, nous allons demander, et nous avons demandé, que le chef de l'État puisse bien vouloir accepter de convoquer le corps électoral afin que le peuple béninois puisse être consulté pour savoir si oui ou non les femmes doivent être mieux représentées. Si oui ou non 52% de la population doit être exclue, disons, de la représentativité pour pouvoir mieux porter la voix du peuple. Et nous sommes persuadés que lors de cette consultation, si le chef de l'État y donnait suite, nous sommes persuadés que même si nous, les politiciens hommes, nous restions à la maison, mais vous êtes 52%, à vous toutes seules, vous pouvez faire passer, vous pouvez nous permettre cette avancée. Même si nous, les hommes politiques, mâles, nous ne participons pas. Et je voudrais que les femmes du Bénin puissent se mobiliser, puissent nous interroger. Nous allons aller sur le terrain, expliquer. Mais on a entendu certains dire qu'il ne faut pas forcément toucher à la Constitution pour faire la promotion des femmes. De quelle façon? Je veux bien que ces gens-là m'expliquent de quelle façon. Vous savez bien que par le passé, il y a déjà eu, disons, des possibilités, et la Cour constitutionnelle a retoqué cela en faisant référence à l'article 26 de notre Constitution qui affirme l'égalité entre les Béninois. Donc, la femme ne devrait pas, si je puis me permettre, disons cette expression, plus égale que les hommes. Donc, c'est pour ça que ça a été retoqué quand on a voulu permettre la discrimination positive et avoir 20%, un quota de 20%. La Cour constitutionnelle de notre pays a dit que ce n'était pas possible en l'état. Et c'est parce que nous avons cet écueil que nous avons décidé tous ensemble, minorité, majorité, lors de 2 séminaires, un premier séminaire à Agoué, dans la commune de Grand Popo, et un deuxième séminaire ici à Cotonou, à Golden Tulip, nous avons décidé tous ensemble de faire avancer notre pays, de faire avancer notre démocratie. Donc nous avons un consensus absolu sur ce point. S'agissant de la Cour des comptes, je n'ose même pas dire
que le régime auquel j'ai appartenu par le passé, nous avons essayé pendant 10 ans d'obtenir la Cour des comptes. Donc je pense que le consensus existe. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un au Bénin qui dise « nous voulons absolument la peine de mort ». Donc là également, nous avons un consensus. Et enfin, sur l'alignement des mandats, nous avons discuté mais c'est un entre peu nous. là, c'est à ce niveau qu'il y a pas mal de suspicions, monsieur le député. Non, mais des suspicions, je l'ai dit précédemment, je comprends qu'il y ait des suspicions au plan politique. Mais un député, qui soit de la majorité ou de la minorité, il a un droit d'amendement. Il a un droit de clarifier. Et lors de nos travaux en commission, aucun député, de la majorité bien évidemment, mais également de la minorité, n'a dit que ce point était suspect. Vous savez, nous les députés, nous avons un petit mal. C'est que quand nous sommes entre nous, sans les caméras, nous sommes très raisonnables. Nous sommes consensuels. Nous sommes, je me permets de le dire, intelligents, constructifs. Mais dès que nous avons les caméras, en fait, vous avez une mauvaise influence sur nous. Dès que nous avons les caméras, eh bien, nous sommes dans le folklore, nous sommes dans le show, nous sommes, comme on dit aujourd'hui, dans le buzz. Et le buzz, c'est de faire des phrases, disons, qui ne veulent rien dire. On va normalement au Parlement par conviction politique. Les caméras ne sauraient influencer... Madame, je vous parle de mon vécu. D'accord. Et je vous dis que la plupart d'entre nous, le député semble avoir, disons, 2 logiciels. Un logiciel qui fonctionne hors caméra et un logiciel qui fonctionne devant les caméras. Le député, devant les caméras, vient faire des affirmations gratuites pour pouvoir, disons, faire le buzz. Et moi, je dis qu'aucun député de la minorité ne peut donner un argument percutant, convaincant sur les 4 points que nous avons évoqués. Mais je comprends la posture politique de dire, dans tous les cas, nous ne voulons pas vous accorder le fait que vous puissiez faire avancer notre démocratie. Je comprends la posture de dire, nous sommes peut-être pour les femmes, mais nous ne voudrons pas que ce soit par vous qu'il y ait cette avancée essentielle pour les femmes. C'est donc une radicalisation stérile, à votre avis? Bon, je vous laisse responsable du mot stérile, mais c'est une radicalisation en tout état de cause. Et nos partenaires de la minorité ont leur logique. Je ne connais pas leur logique. Comme disait un collègue, je ne suis pas membre de leur laboratoire. Donc je ne sais pas où ils veulent en venir. Mais j'espère vivement que nous aurons la possibilité de consulter notre peuple. Et à ce moment-là, il y aura un débat ouvert, national. Et nos amis de la minorité parlementaire viendront nous expliquer pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a tellement aimé les femmes, qu'on a tellement déclamé, proclamé qu'on aime les femmes, pourquoi aujourd'hui on ne veut pas donner la possibilité à ces femmes, effectivement, d'être mieux représentées au Parlement. Je voudrais bien entendre. Je voudrais bien entendre pourquoi est-ce que, disons, quand on critique les audits, pour dire que les audits sont orientés, et qu'on veut aujourd'hui, à travers une institution qui sera une institution républicaine, disons, une institution composée de magistrats de haut niveau, d'experts de haut niveau, pour pouvoir suivre les fonds publics, les comptes publics de notre pays, pour pouvoir améliorer la gouvernance, je voudrais bien comprendre pourquoi aujourd'hui on peut être contre. Je voudrais bien comprendre pourquoi aujourd'hui on est contre le fait de mettre le pays au travail, en nous évitant d'être sur les 13 prochaines années, sur 10 années en élection et sur 2 années en période préélectorale. Il n'y aura guère que l'année 2028 où nous serons ni en année électorale, ni en année préélectorale. Je voudrais bien le comprendre. Et je voudrais enfin comprendre si par ce refus de donner, disons, droit à ce que nous avons demandé pour la révision constitutionnelle, si on est pour la vindicte populaire. Je voudrais bien que mes collègues de la minorité... Mais c'est ça la peine de mort dans notre pays, puisque l'État ne pratique plus la peine de mort depuis longtemps. Donc, c'est une façon de dire que la vindicte populaire doit continuer dans notre pays. Une vindicte populaire privée, parce que c'est nos concitoyens, hein, de façon, disons, anormale, mais on peut comprendre effectivement le désarroi. À vous entendre, on a l'impression que les amis d'en face n'ont pas d'arguments solides en réalité. Ce que je sais, certainement qu'ils ont des arguments. Et c'est pour ça que le référendum leur permettra de développer ces arguments. Et nous développerons nos arguments. Et le peuple tranchera. Le peuple dira si effectivement il est important, disons, sur des questions aussi essentielles, des questions d'intérêt général,
des questions, disons, qui font avancer notre démocratie, notre pays, s'il faut avoir une posture politicienne, s'il faut faire des dribbles au lieu de marquer des buts, s'il faut faire des petits gris-gris, montrer qu'on est le meilleur joueur, le meilleur politicien, le meilleur dribbleur, le meilleur feinteur, ou s'il vaut mieux être efficace pour que nous soyons qualifiés pour la finale. On a entendu certains dire que la priorité actuellement, ça n'est pas la révision de la Constitution, qu'il y a d'autres problèmes auxquels on peut essayer de trouver des solutions. Mais est-ce que pendant la révision de la Constitution, le pays s'est arrêté? Et aujourd'hui, si nous avions par la voie parlementaire obtenu les 4/5e, nous aurions juste en une nuit réglé le problème. Mais aujourd'hui, c'est la minorité qui nous amène, et tant mieux, puisqu'il y aura un débat national, qui nous amène effectivement à rentrer en campagne, qui nous amène à dépenser des ressources pour pouvoir financer une consultation nationale. Et je crois qu'effectivement, si la minorité était convaincue par cet argument qui peut être pertinent, de dire il y a des problèmes plus essentiels, eh bien, on aurait dû très sérieusement et de façon très honnête en finir avec ce débat constitutionnel sur ces 4 points qui sont des points précis, clairs, sans ambiguïté. Et j'aurais souhaité, c'est ce que j'avais demandé au départ, mais on n'a pas eu la possibilité, avoir un de mes collègues, un de mes amis de la minorité ici sur le plateau pour que nous puissions débattre. Parce que donner l'impression, disons qu'on fait un monologue, même si vos questions sont tout à fait pertinentes, vous savez comment notre peuple est. Mais on aura d'autres occasions, ici ou ailleurs, qu'ils donnent leurs arguments et que nous donnions les contre-arguments pour que le peuple puisse arbitrer. D'accord. Mais je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est en votant 2 temps. Vous avez obtenu la prise en considération de la proposition d'amendement de la Constitution. Mais ce que certains ne comprennent pas, c'est cette précipitation d'aller tout de suite au second vote. La loi vous permet, vous me direz si oui ou non, de prendre le temps, n'est-ce pas, de consulter les autres députés, quitte à avoir les 4/5e, n'est-ce pas? Certainement. On aurait pu différer de quelques heures, Cette urgence, en réalité, ça a aussi contribué, n'est-ce pas, à renforcer cette méfiance du bloc de la minorité parlementaire. Ceci n'est pas un argument. Ceci n'est pas un argument pour quelle raison? Alors, évidemment, ce n'est pas ce jeudi que nous avons commencé les débats. Je peux vous dire ici, sans trahir un secret, qu'avant même que le texte de la proposition, l'avant-projet, ne soit disons, communiqué aux députés du bloc de la majorité, j'ai personnellement transmis l'avant-projet aux députés, à nos partenaires, à leurs représentants en tout cas, de la minorité. C'est pour dire quoi? Qu'ils ont eu le texte même avant les députés de la majorité présidentielle. Et ils le savent. La majorité parlementaire qui est une majorité présidentielle. Ils le savent. Nous avons eu plusieurs discussions. Ils ne peuvent pas dire l'inverse. Et nous n'avons pas commencé le débat au moment où le texte de la proposition a été déposé. Ça fait plus d'1 an que nous avons fait des séminaires et où nous nous sommes entendus sur le fait qu'il faille effectivement lever l'écueil constitutionnel en ce qui concerne les femmes. C'est ça, en réalité, le point majeur. Et donc, dire aujourd'hui, à tort, parce que la population n'a pas suivi, évidemment, toutes nos étapes. Quand nous faisons des concertations, des discussions avec nos partenaires, eh bien, ce n'est pas face aux caméras, ce n'est pas donc, tout devant avait les été micros. fait en amont, donc, nous avons beaucoup travaillé en amont. Et ils peuvent estimer qu'on n'a pas assez discuté. Peut-être qu'il faut, parfois, pour la minorité, il aurait fallu discuter 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est possible. Mais si nous estimons que nous avons discuté pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 1 mois, de 4 points clairs où il n'y a aucun loup, aucun vice, aucun loup caché. Et où, effectivement, dans nos discussions formelles et informelles, mais hors caméra, nous parlons, disons, de raison à raison. Nous parlons à l'intelligence et nous avons en écho l'intelligence. Mais qu'après, nous avons effectivement une posture politicienne, je continue de le dire, je continue de conclure que nous avons eu effectivement la minorité mécanique de blocage. C'est une logique.
mais nous irons devant le peuple, si le chef de D'accord. l'État le souhaite bien, nous irons devant ce peuple, nous allons développer nos arguments, le peuple tranchera. Je ne peux pas comprendre, Madame Biobama, que des députés que je respecte énormément, qui plus est des députés femmes, puissent voter contre cette révision constitutionnelle. Je ne comprends pas ça. Et moi, je serais curieux. Suffit-il d'être Madame, une femme, mais non, la aussi preuve- députée? La preuve, je Oui. suis un homme et j'ai Oui. voté pour. D'accord. Mais je vous dis qu'à fortiori, quand on est une femme, je veux comprendre pourquoi une femme peut voter contre le fait de permettre à des femmes d'être mieux représentées. Je dis que je veux le comprendre. Je ne dis pas que c'est un tort, mais je veux le comprendre. Et lors du débat qui aura lieu, lors de la révision, lors du référendum, eh bien, je vais interroger mes collègues directement ou indirectement, à travers vous. Et c'est une façon de les interpeller ce soir pour dire, expliquez-moi pour que j'explique à ma mère, que j'explique à ma femme, que j'explique à ma fille, que j'explique à mes sœurs, pourquoi est-ce que des femmes refusent que des femmes soient mieux représentées. Je voudrais bien qu'on m'explique cela. D'accord, vous aurez sans doute l'occasion de le faire, mais on a un peu suivi, Monsieur Jean-Michel Abimbola, les débats à l'Assemblée nationale. Par moments, c'était un peu houleux. On a eu l'impression parfois, selon les interventions des uns et des autres, que vous auriez pu obtenir la majorité des 4/5 pour aller à l'amendement de cette Constitution. Mais finalement, que s'est-il passé ce jour-là? Ma foi, vous savez, je me perds en Est-ce qu'il y conjecture. a eu des tentatives de débaucher certains députés, par exemple? Mais je ne comprends pas pourquoi on parle de débauchage de députés. En tout cas, de notre côté, nous avons discuté officiellement avec la minorité. D'accord. Officiellement. Ce n'était pas caché. On le revendique et je le revendique ici. Nous avons discuté à plusieurs niveaux. Nos doyens, les présidents Rumbedji, Amoussou, Idi, Nago, et y compris d'ailleurs le président Briand, ont discuté officiellement avec les représentants de la minorité. Mais j'ai moi-même, en tant que premier coordonnateur, discuté avec leurs représentants. Nous avons également d'autres instances où ils se sont vus. Vous avez maintenant, disons, vous savez, ce sont nos collègues, nous sommes hors du Parlement, et même dans le Parlement, souvent nous sommes des amis. Nous nous sommes parlé. Mais ils sont dans une logique de discipline partisane, ce que je peux comprendre. C'est heureux. Mais donc quand on discute avec un député individuellement et qui vous dit « je suis absolument d'accord, mais je suis, disons, contraint de voter dans un sens parce que j'ai la discipline, disons, partisane », je peux comprendre cela. Quand le député vous dit « moi, je n'ai pas de problème, mais discuter à un autre niveau », et que cet autre niveau-là est un niveau, disons, radicalement opposé à tout. Discuter d'un autre niveau, au niveau du groupe, c'est ça? Oui, certainement. Vous savez que un député, disons... Il appartient à un parti politique, parfois, ou en tout cas, il est membre d'un parti politique, où il appartient à une sensibilité. Il y a effectivement une ligne, disons, pour ce parti politique. Donc, si nous interrogeons le député qui comprend, parce que je vous dis, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de suspect sur ces 4 points. Mais qui dit, par exemple, nous sommes d'accord sur ça, mais derrière, il y a le code électoral, nous ne sommes pas d'accord sur le code électoral, et qu'on dit, ben, le code électoral n'est pas encore en débat, encore que nous en avons déjà débattu lors d'un séminaire. Mais quand ils vous disent renoncer aux avancées sur le code électoral pour que nous puissions, disons, donner suite, c'est comme si c'était un intérêt de Bruno Amoussou, du président Idi, du président Rumbedji et de chaque député du bloc de la majorité parlementaire. Le fait que les femmes soient mieux représentées, le fait que nous abolissions la peine de mort, vous avez l'impression qu'il y a un avantage particulier pour le député Abimbola? Donc, pourquoi voulez-vous que je rentre, disons, dans un marchandage de mes convictions sous prétexte que si je veux qu'il m'aide à voter pour mieux représenter les femmes, il faut que je renonce à des avancées essentielles du code électoral. Pourquoi voulez-vous que j'y renonce? Et c'est pour ça que je dis que moi, mon objectif, c'était au moins la prise en considération. Et c'est historique, c'est la première fois que ça arrive dans notre pays. Et lors maintenant du débat que nous aurons pour ce référendum,
argument contre argument. Le peuple tranchera, argument contre argument. Et là où ils disent qu'il y a des pièges, là où ils disent que c'est suspect, eh bien, ils vont en convaincre le peuple. Et nous, évidemment, nous allons nous taire et applaudir. Donc finalement, l'objectif, c'était ça. Ah, je pense Aboutir, que l'objectif essentiel, c'était d'aboutir à la prise en considération parce que, je vous l'ai dit, l'arithmétique, disons, du Parlement, nous sommes 60 députés du BMP. C'est déjà une prouesse d'arriver aux 62 de la prise en considération. Nous savions, avant de passer à la deuxième étape, que nous n'avions pas la majorité qualifiée des 4/5e. Mais nous devions aller constater que cette majorité n'existe pas pour pouvoir aller au référendum. C'est la Constitution qui le dit. Donc, si nous nous étions arrêtés, parce qu'il y a, lors du premier débat en avril 2017, nombreux sont ceux de la minorité qui ont dit « Seul le peuple a la souveraineté, il faut consulter le peuple ». Eh bien, soit, consultons le peuple. Consultons ce peuple. Et nous demandons au chef de l'État, nous, du bloc de la majorité présidentielle, nous demandons au chef de l'État de bien vouloir accepter de convoquer le peuple pour ce référendum, pour que le peuple puisse trancher, puisse arbitrer. C'est la position du bloc de la majorité parlementaire. C'est ce que vous demandez au président. Absolument. D'organiser le référendum. D'accepter et de convoquer le corps électoral. Parce que nous, députés, nous pouvons demander, mais le chef de l'État peut apprécier en disant oui ou non. Mais nous lui demandons officiellement d'accepter que nous puissions consulter le peuple. Mais au moment où on parle des caisses vides de l'État, au moment où on dit que le pays n'a pas assez de ressources financières, est-ce que vous pensez qu'un référendum est nécessaire là maintenant? Est-ce que c'est le moment pour nous d'organiser un référendum? Madame, je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que cette question-là, il aurait été plus pertinent de poser cette question à un député de la minorité parlementaire. Parce que ce sont eux qui nous amènent à aller au référendum. Parce qu'il suffisait juste que 4 parmi eux, disons, soient des héros pour les femmes dans ce pays. 4. On ne les a pas obtenus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous allons aller au référendum. Le référendum va peut-être coûter 10 milliards, peut-être 15 milliards, je n'en sais rien. Mais si nous obtenons un vote favorable, madame, ça veut dire que nous ouvrons la voie à l'alignement des mandats. Ça veut dire que nous ouvrons la voie au regroupement des élections. Donc ça veut dire qu'à moyen et long terme, nous économisons plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Donc voilà ce que je voudrais dire pour dire que nous dépensons un peu aujourd'hui pour économiser beaucoup demain. Mais les dépenses que nous ferons immédiatement, nous avions la possibilité de ne pas les faire, mais la minorité a souhaité rentrer dans cette logique. Nous sommes dans la logique et nous sommes heureux parce que nous n'avons pas peur de notre peuple. Parce que la minorité... Vous êtes assuré nous ne sommes assurés de rien. Nous sommes assurés de nos arguments. Nous ne pouvons pas être assurés, disons, d'un vote positif. Mais je suis, disons, raisonnablement optimiste sur le fait que ce peuple, le peuple béninois, est un peuple intelligent. Sur le fait que si nous expliquons à ce peuple la pertinence de ce que nous demandons, si le débat se fait ouvertement, honnêtement, sans intoxication, je suis persuadé que ce peuple, disons dans une large majorité, dans un plébiscite, va dire oui à ce référendum. Voilà ce que je pense, madame. D'accord. Alors, la voie référendaire est toute tracée pour l'amendement de la Constitution. Est-ce que le président, est-ce qu'il est obligé de faire organiser ce référendum, Jean-Michel Abimbola? Non, absolument pas. C'est une faculté. Le président peut. Le texte est clair. Le président peut, effectivement, donner suite. Et c'est pour ça que je continue de dire que nous demandons instamment au président de la République de bien vouloir consulter le peuple béninois sur cette question essentielle. Moi, j'estime que c'est des questions, les 4 points sont des questions essentielles pour notre pays. Vous savez, nos pays sont très mal vus par les partenaires au développement. Le Bénin, notre pays, a perdu plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. La coopération danoise a quitté le Bénin lors du règne du précédent président parce que nous n'avions pas de Cour des comptes. Nous avons la peine de mort
où nous sommes très mal vus, et c'est pour ça que dernièrement, nous avons mis cela dans le code pénal. Mais c'est réversible, ou en tout cas facilement réversible. C'est pour ça que nous voulons constitutionnaliser, pour que ça soit gravé dans le marbre. En ce qui concerne l'alignement des mandats, nous l'avons expliqué à suffisance. Oui, mais comment lever surtout le doute à ce niveau? Parce que c'est là la grosse préoccupation. Sur quoi? Quel est le doute? Parce que moi, je ne comprends pas quel est le doute. Le doute, est-ce parce qu'on pense que les députés actuels veulent s'auto-octroyer 2 ans supplémentaires? Le doute, est-ce dire, comme un député l'a dit en conscience, il savait en conscience qu'il intoxiquait et qu'il mentait, que c'était pour éviter les élections en 2021, parce que c'est archi faux, et il le sait. Le doute est où? Dites où est le doute, et moi je vais pouvoir argumenter pour que ce peuple qui est intelligent, qui est à l'écoute, puisse apprécier si effectivement il y a un doute. Le doute est où? L'alignement des mandats, c'est quoi? Expliquez. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans notre pays le mandat majeur, qui est le mandat présidentiel, qui est un mandat inamovible, qu'on ne touche pas, qui est pratiquement sacralisé dans notre pays, qui est un mandat de 5 ans. La prochaine élection est en 2021. Et rien ne peut permettre d'y déroger. Rien, absolument rien. Le président actuel a prêté serment pour 5 ans. La Constitution est claire en la matière. Dans notre pays, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. En 2021, il y aura en 2021, il y a élection. Voilà. Et je mets au défi quelqu'un de relire le texte, parce que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, un député a lancé une idée. On lui a répondu immédiatement pour contester cela et pour objecter par rapport à ce qu'il dit. Mais on démultiplie la fausse information qu'il a donnée. C'est malhonnête. Donc, je dis qu'en 2021, il y a une élection présidentielle et rien ne peut permettre d'y déroger. La prochaine élection pour les législatives, c'est en 2019. L'élection, le mandat du député est un mandat de 4 ans. Le mandat du président de la République est un mandat de 5 ans. Ça veut dire que, mathématiquement parlant, c'est seulement tous les 20 ans que ça peut coïncider. Donc voilà ce qui déjà fait qu'il y a, disons, un petit problème d'alignement. Vous avez par ailleurs le mandat des maires, qui est un mandat de 5 ans, mais qui n'a pas démarré la même année que le mandat présidentiel. Ce qui fait qu'en définitive, comme je l'ai dit précédemment, sur les 13 prochaines années, nous allons avoir 10 scrutins, et ces 10 scrutins vont faire que notre pays sera systématiquement en année électorale ou en année préélectorale, sauf à l'exception de l'année 2028. Ça veut dire que tous les ans, nous allons dépenser la bagatelle de 15 à 30 milliards jusqu'en 2031. Ça veut dire que nous serons en permanence en campagne électorale. Et vous savez très bien, Madame Biomama, que quand nous sommes en campagne électorale, l'administration est au ralenti. Tout est au ralenti, pas seulement l'administration. Toute l'économie, la vie sociale, tout est au ralenti. Et c'est des risques de crise, parce que c'est des périodes particulièrement sensibles. Donc nous voudrions faire gagner de l'argent à notre pays. Nous voudrions mettre notre pays au travail. Nous voudrions qu'un président qui arrive puisse avoir à tout le moins 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans pour travailler, avant que de nouveau nous ne rentrions, disons, dans l'effervescence de la fièvre électorale. Voilà ce que nous voulons. Et aucun député de la minorité n'a dit que c'était une mauvaise idée. Nous avons, pour pouvoir y arriver, nous avions plusieurs possibilités, Madame Biomama. Nous disons, nous regroupons les élections, mais étant donné que l'élection majeure, le socle de notre Constitution et de notre système, de notre République et de notre système démocratique, c'est l'élection du président de la République, nous disons, on n'y touche pas. La prochaine élection présidentielle, c'est 2021. Donc, nous avions le choix de dire, le mandat des députés actuels est prorogé de 2 ans jusqu'en 2021. Le mandat des maires qui est arrivé à échéance en 2020 est prorogé d'1 année jusqu'en 2021 pour que nous puissions regrouper directement les élections sur la prochaine élection présidentielle en 2021. Mais il y a quelques années,
une législature avait déjà essayé de proroger le mandat en cours des députés. Et la Cour constitutionnelle a retoqué cela pour dire que ce n'était pas possible. On ne peut pas s'auto-proroger notre mandat. Donc, nous ne pouvions pas. Alors, il nous restait deux options. La première option, c'était de dire, eh bien, en 2019, il y aura élection législative, mais ce sera un mandat de 2 ans. Ou nous avions la deuxième possibilité, c'est de dire, en 2019, nous allons aux élections, mais ce sera pour les députés, uniquement pour les députés, un mandat de 7 ans. Afin que, une fois élus les députés en 2019, ils fassent 7 ans. Donc, en 2021, il y aura élection présidentielle. Les députés, évidemment, qui ont été élus en 2019 restent en place. Poursuivre jusqu'en 2026, au terme du mandat du président qui est élu en 2021, pour que nous puissions regrouper les élections en 2026. Cela est clairement dit dans la proposition de loi. À cet effet, nous avons estimé également, mais on n'avait pas besoin de le dire dans la proposition de révision, d'amendement de la Constitution, parce que ça ne concerne le mandat des élus municipaux et communaux n'est pas constitutionnalisé. Mais la prochaine étape aurait été de faire en sorte également que le mandat des prochains élus, des prochains conseillers communaux et municipaux puisse également nous permettre de les amener en 2026 pour regrouper dans un trimestre au maximum, c'est-à-dire dans l'espace de 90 jours, les 3 élections majeures de notre pays. Cela est très clair. C'est ça l'alignement des mandats. Et ça ne touche en rien le mandat présidentiel. Et ils le savent très bien. Mais étant donné qu'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, l'intoxication, c'est très facile. Vous savez, si je vous dis, Madame Biomama, si je vous dis vous avez une belle robe, je suis sûr que des gens vont dire, ah oui, il a été gentil avec elle, point. Demain, on n'en parlera plus. Mais si je prends 30 secondes pour dire des insanités sur vous, on en parlera encore dans 10 ans. On retiendra. On en parlera dans 10 ans. Donc, le fait de dire des choses odieuses, de faire dans l'outrance, ça fait le buzz. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse avancer notre pays. Le fait, disons, pour Neymar, de jongler avec la balle, c'est très bien, tout le monde applaudit, Neymar est très fort. Mais le Brésil est éliminé. Donc, je ne voudrais pas que la minorité fasse éliminer le Bénin. On a entendu des spécialistes du droit, notamment, dire que le décalage des mandats a été voulu ainsi par ceux qui ont écrit la Constitution, ne serait-ce que pour permettre au président, dès lors qu'il est installé, d'avoir le temps, n'est-ce pas, d'exercer, quitte à la population par la suite, également de juger du travail bien fait ou pas. Vous êtes sûr que c'était dans l'exposé des motifs pour, disons, la Constitution votée en 90 ? Ça, c'est une interprétation. Et moi, je n'ai vu ça dans aucun document et dans les exposés de motifs. Et moi, je peux vous dire que le problème était beaucoup plus simple. C'était un problème mathématique. Ceux qui ont rédigé la Constitution, c'est des juristes, ce n'est pas des mathématiciens. On a été rattrapés par l'arithmétique. Et vous voyez d'ailleurs que les constitutionnalistes ont un problème d'ailleurs avec l'arithmétique. C'est les mêmes constitutionnalistes dans notre pays qui nous ont dit que 39 égale 40. Ça, c'est un nouveau théorème. Pythagore ne l'a pas inventé, ni Thalès. Mais c'est au Bénin, des juristes l'ont inventé. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit l'esprit. L'esprit de notre Constitution, ce n'est pas qu'un président élu ne puisse pas gouverner. Ce n'est pas qu'un président élu ne puisse pas mettre en œuvre son projet de société, son programme d'action. Mais allier les mandats revient tout de go à donner au président la majorité dont il a besoin. Mais et pourquoi ? Puisque d'abord, ce ne sont pas des élections générales. Et quand bien même ce seraient des élections générales. Quand c'est les élections générales, on vote le même jour. Mais quand bien même ce sont des élections générales, vous pensez que ce peuple est aussi, disons, naïf ? Le peuple béninois est très vigilant, est très mature. Et là, en l'occurrence, nous parlons d'élections groupées. Donc, on fait une élection aujourd'hui présidentielle et on dit, dans un délai maximum de 90 jours, on fait les élections législatives et communales. Le peuple béninois, je suis persuadé, s'il le souhaite, donne la majorité au président, mais s'il le souhaite également, il ne donne pas de majorité au président. Mais vous savez, est-ce que vous êtes persuadé qu'un président qui n'a pas la majorité, est-ce que vous êtes persuadé que c'est dans l'intérêt du peuple ? Est-ce que vous êtes persuadé que le fait
que les députés... L'opposition, c'est chicanent. bon pour la démocratie également. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à... C'est pas parce qu'il y a une majorité qu'il n'y a pas d'opposition. Enfin, voyons la preuve. Nous avons une opposition, une minorité ultra minoritaire, mais qui arrive quand même à bloquer, disons, ce que souhaite la majorité. C'est ça la démocratie. D'accord. Donc, quand on me dit qu'effectivement, disons, c'est la majorité mécanique, vous ne voyez pas la minorité de blocage mécanique? Et moi, je dis que c'est la minorité, c'est pavlovien. C'est-à-dire, on amène un texte, eh bien, ça fait trop mal à la minorité de pouvoir dire que nous avons raison. Donc, de façon pavlovienne, je dis bien pavlovienne, eh bien, cette minorité vote contre. Et c'est pour ça que le référendum permettra de guérir de ce mal, parce que ça se soigne, effectivement. Donc, pour revenir à ce que je dis, mais ce n'est pas parce que vous avez d'ailleurs une assemblée avec une majorité qui soutient, parce que la majorité peut ne pas soutenir, une majorité qui soutient l'exécutif, qu'il n'y a pas le contrôle de l'action gouvernementale. Et souvent d'ailleurs, je pense qu'il serait bon, vous avez fait référence à des juristes tout à l'heure, l'esprit de notre Constitution n'est pas de considérer que l'institution Parlement, Assemblée nationale, est une institution d'opposition. C'est une institution, effectivement, de contrôle de l'action gouvernementale, comme dans tous les parlements du monde. C'est une institution d'équilibrage, disons, des pouvoirs. Mais ça n'a jamais été dit, sinon les juristes, les constitutionnalistes qui ont écrit notre Constitution auraient dit clairement que c'est une institution d'opposition. Et ce ne serait pas la peine d'aller aux élections. On aurait dit mathématiquement, une fois encore, eh bien, quand un président est à gauche, automatiquement, on donne au moins 51%, disons, à la sensibilité de droite. Et inversement. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas, disons, complètement dénaturer l'esprit de notre Constitution. Et nous sommes un pays où nous avons besoin, disons, d'avoir un minimum de consensus, parce que quels sont les enjeux aujourd'hui? Les enjeux aujourd'hui, c'est les infrastructures. Les enjeux aujourd'hui, c'est le bien-être social. Les enjeux aujourd'hui, c'est le minimum social pour le Béninois. Est-ce qu'on a besoin, franchement, de s'étriper pour ça? Est-ce qu'on a besoin de s'étriper pour savoir si, oui ou non, les femmes peuvent avoir plus d'accès à la démocratie et à la représentativité? Donc je pense que sur des questions aussi essentielles que cela, qui ne sont pas des questions qui mettent en danger notre société et notre démocratie, je pense qu'il faut laisser de côté les dribbles. Il faut laisser de côté l'art de la politique pour pouvoir effectivement répondre positivement à ce peuple et aux femmes qu'on aime tant. Vous semblez un peu tirer sur la corde des femmes. Mais c'est pour les femmes qu'on a démarré. Les femmes, vous le savez, c'est l'émotion. Mais madame, la preuve, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais aujourd'hui, je n'ai pas un homme en face de moi. Et c'est heureux d'ailleurs, parce que je suis plus à l'aise pour parler des femmes avec une femme. Mais ce que je voudrais dire, si vous voulez, j'ai parlé, on vient de passer 5 minutes à parler de l'alignement des mandats. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Précédemment, je vous ai parlé de la peine de mort. Mais avouez que c'est moins agréable que je passe la soirée à vous dire la mort, la mort, la mort. C'est plus agréable de dire la femme, la femme, la femme. C'est entendu, Jean-Michel Abimbola, c'est décidé. La proposition d'amendement de la Constitution passera par le référendum. Si le président de la République en convient. Voilà. Et le veut, parce que c'est son pouvoir. Mais vous le voulez en tout cas. Absolument, définitivement. Le bloc de la majorité parlementaire favorable au gouvernement le veut et invite le gouvernement, le président, à donner suite. À donner suite à cela. D'accord. Mais en l'état, est-ce qu'on a matériellement le temps d'organiser un référendum, Jean-Michel Abimbola? C'est-à-dire, pourquoi on n'aurait pas le temps? Les élections... Les législatives, c'est en 2019. Oui, c'est en avril-mai, oui. On a le temps. On a le temps. Pour moi, on a le temps. Hein? Bon, je ne sais pas, peut-être que vous pensez... parce que j'ai vu un débat, parce que je n'aime pas trop faire référence, moi, aux réseaux sociaux. J'ai vu un débat où les gens, effectivement, ont fait référence à l'article 7 de la loi référendaire, qui est la loi 2011-27 du 18 janvier 2012, qui dit que la convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret du président de la République pris en Conseil des ministres 120 jours avant la date du scrutin. Les gens ont fait référence à ça en disant que matériellement,
on n'a pas le temps, parce qu'il faut 4 mois d'ici aux élections. Et ils ont calculé par rapport au fait qu'après, il y a la CEDEAO qui met, disons, une limite de 6 mois. Même dans ce cas-là, nous avons le temps. Même dans ce cas-là. Mais je voudrais dire que je parle pour moi et je parle également au nom du BMP. Nous avons estimé que nous avons des problèmes sérieux, des problèmes fondamentaux, de principe, sur la peine de mort, sur la représentativité des femmes, sur la Cour des comptes, c'est-à-dire la meilleure gouvernance, et sur mettre notre pays au travail par l'alignement des mandats. Et pour cela, et particulièrement pour 2 points, c'est-à-dire la représentativité des femmes et la Cour des comptes, nous disons nécessairement il faut toucher à la Constitution, sinon on ne peut pas avancer. Nous sommes pour cette avancée majeure démocratique et de gouvernance, nous sommes prêts à toucher à la loi des lois, c'est-à-dire la Constitution de notre pays. L'âme du peuple. Absolument. Et vous estimez que parce qu'une loi, fût-ce une loi organique, qui dit qu'il y a 120 jours, serait un écueil infranchissable, une montagne infranchissable? Madame, voilà, j'ai grimpé à l'Himalaya et vous me dites que je ne peux pas grimper à la Takora. Voilà. Est-ce que c'est possible, ça, là? Voilà, vous l'avez si bien dit, Jean-Michel Abimbola. C'est une étape de franchie. Le processus suivra certainement son cours. C'est déjà la fin de cette émission, 52 minutes, ça passe très vite. Votre mot de la fin, monsieur le député. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu passer le temps. Je suppose que c'est également... parce que le débat est un débat passionnant, intéressant, important pour notre pays. C'est également parce que c'était agréable d'échanger avec vous et d'expliquer à notre peuple, aux téléspectateurs. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du jeu politicien, je voudrais que notre peuple comprenne qu'à un moment donné, toute la classe politique peut s'entendre pour des avancées majeures, démocratiques. Je voudrais dire à ce peuple, à nos concitoyens, qu'il n'y a aucun piège, je dis bien aucun piège, dans ce qui est proposé. Et je voudrais dire que si le chef de l'État donne suite à ce que nous à notre requête d'aller au référendum, nous aurons tout le temps d'aller dans les hameaux, dans les villages, dans les coins et recoins de notre pays, pour expliquer de bonne foi à ce peuple de bonne volonté pourquoi est-ce qu'il n'est pas sain d'exclure 52% de la population. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sain que notre pays soit au banc de la communauté internationale. Et pourquoi il est honteux que quand les députés du Bénin vont dans les instances panafricaines, on puisse les retourner pour dire « il n'y a pas de femmes parmi vous ». Il est important que nous puissions expliquer lors de ce débat qu'il n'est pas sain que dans notre pays, nous ne puissions pas constitutionnaliser l'abolition de la peine de mort. Que dans notre pays, nous sommes tout le temps en train de faire des élections, de faire la fête, parce que c'est comme une fête, comme l'a si bien dit le président Amoussou. Mais cette fête nous éloigne du travail et nous éloigne, disons, des avancées essentielles pour le bien-être. Nous allons expliquer à ce peuple pourquoi il est important d'avoir une Cour des comptes pour que les impôts des Béninois, pour que les ressources qui appartiennent aux Béninois soient mieux gérées, soient mieux suivies. Donc voilà ce que je voudrais dire. Voilà. Je voudrais que ce peuple comprenne que nous sommes de bonne foi et que même si les politiciens, disons, nous ont dribblés, eh bien que ce peuple nous permettra certainement à travers le référendum de marquer un pénalty. Voilà. Je vous remercie. Jean-Michel Abimbola, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le premier coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire. Vous l'avez dit, la position du BMP est claire. Le président doit organiser ce référendum. Merci d'être passé, nous partager avec nous, j'allais dire, ces quelques préoccupations légitimes du peuple. Merci de nous avoir suivis chez vous. Moi qui vous remercie. Et bonsoir, à bientôt.
chemin entre l'Australie et Hawaï, perdu au cœur du Pacifique, les îles Kiribati apparaissent enfin. Des îles du bout du monde.